de l'économie territoriale, un événement incontournable pour vous, chefs d'entreprise, artisans et commerçants de notre territoire. Ce soir, nous aurons l'occasion de célébrer et de dynamiser l'économie locale et d'échanger sur les défis à venir et de renforcer vos liens en tant qu'acteurs essentiels de cette soirée, cette dynamique. Cette soirée est organisée pour la première fois par la communauté de communes terrassonnées au Périgord noir. L'intercommunalité est la porte d'entrée privilégiée dans vos différentes démarches de développement. Nous sommes réunis ici à la salle L'Entracte pour un programme enrichissant. Tout d'abord, il sera question de la présentation des aides économiques aux entreprises. Par la suite, nous réfléchirons sur l'avenir des sous-produits industriels et bien sûr, il sera l'heure de la remise des trophées de l'économie du territoire. Ce soir, ce sera donc l'occasion idéale pour rencontrer vos pairs, partager vos idées et perspectives sur les enjeux économiques locaux. Alors, lançons cette première édition placée sous le signe de l'avenir économique de notre territoire. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Dominique Bousquet, président de la communauté de communes terrassonnées au Périgord noir, et Francine Bourra, vice-présidente en charge de l'économie. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous nous retrouvons chefs d'entreprise des différentes chambres, chambre des métiers, chambre d'industrie, monde agricole, les élus. Merci à toutes et à tous les élus de venir aussi à cette soirée, car l'économie sur un territoire, elle ne fonctionne que lorsqu'il y a une complémentarité entre les élus et les chefs d'entreprise. Merci aussi à la presse qui nous aide aujourd'hui à organiser cette petite soirée. Alors soyez indulgents, c'est une première, il y en aura d'autres. Donc on va avec Francine Bourra et Stéphane de Russe, notre chargé de mission à l'économie, et toutes les petites mains qui ont organisé cette soirée, de vous présenter un petit peu les thèmes et qu'est-ce que fait la communauté de communes. Alors la communauté de communes du Terrassonnet au Périgord noir, c'est la fusion de trois anciennes petites communautés de communes. C'était Terrasson qui était la plus grosse, c'était Hautefort et c'était Thonon qui s'appelait Cossé-Vézère. Donc un jour, au niveau de l'État, il a été décidé de réunir les collectivités, de supprimer des syndicats et de faire des fusions. Donc, nous n'y avons pas échappé et une commission de l'État, la CDCI, a dit que nous devions nous marier ensemble. Alors, ça n'a pas été un mariage d'amour, hein, c'était même un peu compliqué. Les élus ont dit, des petites communes ont dit, mais qu'est-ce que c'est encore cette structure qui va nous prendre du pouvoir, d'autant plus que des compétences nous ont été transférées et en nous les transférant ont été enlevées aux communes. Donc les maires ne voyaient pas toujours ça d'un œil avec enthousiasme. La population s'est dit encore une collectivité de plus avec des secrétaires, du personnel, du bâtiment, des voitures, encore du fonctionnement, il y en a assez. C'est le fameux millefeuille territorial dont vous entendez parler. Et puis les chefs d'entreprise, on dit d'un air dubitatif, hein, on nous parle qu'ils vont nous faire de l'économie, mais on fait toujours beaucoup de promesses et pas beaucoup d'actes. Voilà comment on a commencé en 2014 notre collectivité. Alors c'est vrai que la compétence majeure de la communauté de communes, comme les agglos, hein, les agglos c'est Périgueux, c'est Brive, les communautés d'agglomération, les communautés de communes c'est plus dans le milieu rural, donc on est une communauté de communes assez importante, on est 36 communes, 23 000 habitants. Et la compétence numéro 1, c'est l'aménagement du territoire. Donc l'aménagement du territoire, pour nous, c'est à la fois de l'économie et des services à la population. L'économie, Francine Bourra, Stéphane de Russe vont vous dire un peu comment on a appréhendé cette nouvelle compétence avec vous et un certain nombre de choses qu'on a créées. Les services sont indispensables. Les chefs d'entreprise, quand on vous rencontre, vous nous dites, eh bien, on manque d'attractivité. Lorsqu'on veut avoir des salariés, bon, certes, il y a des formations, mais c'est pas le pire, parce que des centres de formation, il y en a.
c'est souvent plus motiver les salariés à venir se former et à se faire embaucher. Après, c'est le logement. Donc, on a une politique habitat au niveau de notre communauté de communes. C'est la mobilité. On a la compétence mobilité depuis peu et on est en train de réfléchir comment on peut permettre aux uns et aux autres de se déplacer. C'est France Service qui permet aux uns et aux autres de répondre à leurs problèmes administratifs. Donc, voilà à quoi ça sert cette communauté de communes qui n'est pas toujours connue. Après, quand il y a des enfants, ben, les écoles, c'est les municipalités, les collèges, c'est le département. Avec Francine, on est aussi conseiller départementaux. Et par contre, il y a les crèches, c'est souvent les municipalités. On a les centres d'accueil et de loisirs qui refusent aussi quelques gamins. Et les gens ne sont pas toujours contents. Quand on a pris ici à Terrasson l'Estrade, il y avait beaucoup de places vides. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en liste d'attente. Donc, les 30 personnes qu'on n'a pas prises cette année à l'Estrade, ben, ils ne sont pas très contents. Donc, tous ces services, il faut les développer, il faut les rendre opérationnels. Et tout ceci avec des contraintes financières, vous en avez, des contraintes administratives, vous en avez. Et au milieu de tout ça, ben, il faut faire vivre le territoire. Donc, c'est un cours de cette première soirée. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, en sachant qu'on ne peut pas, les meilleurs élus du monde, s'ils n'ont pas les bons collaborateurs, et je remercie ceux qui sont là, et s'ils n'ont pas un partenariat, une complémentarité avec le monde économique, eh bien rien ne peut se faire. Donc merci d'être là, et puis bonne soirée. Alors, Francine Bourrat, certes, c'est mon binôme au niveau du département, et on nous entend un peu des fois au département. Bon, là, c'est clair aussi. Hein. On fait de moins en moins de politique politicienne, tous les deux. Hein, mais on se base sur les dossiers, et bon, c'est vrai qu'on est dans l'opposition du département, mais moi, ça fait 42 ans, ça fait mon 7e mandat, donc je fais partie des meubles. Alors même, la majorité, des fois, nous écoute de façon bienveillante, même si on les critique un peu de temps en temps. En tout cas, le département, c'est une collectivité importante et on s'y bat. Francine cumule le poste de maire du Lardin. Alors le Lardin, il n'y a pas simplement de temps en temps des faits divers avec des forcenés qu'il a fait connaître dans toute la France. Il y a aussi les papeteries de Condat. Enfin, elle a eu pas mal de moments médiatiques forts et elle est présidente de l'AIT, qui est l'association interprofessionnelle dont beaucoup vous faites partie et qu'elle cherche à être un réseau de contacts entre les uns et les autres. Déjà, il y avait un chef d'entreprise, celui qui arrivait en premier, il se reconnaîtra, et celui qui arrivait en deuxième, il ne savait pas qu'ils pouvaient travailler ensemble. Voilà, donc le but des réseaux d'AIT, c'est de faire que vous connaissiez entre vous et travailler ensemble. Et Francine s'y bat à ce niveau, donc je lui donne la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président. Donc comme tu viens de le dire, c'est effectivement la première soirée pour nous de l'économie territoriale, donc il faudra être un petit peu indulgent s'il y a quelques couacs, mais on va essayer d'être des pros et il n'y en aura pas. Voilà, donc moi je vais vous parler un petit peu de ce que l'on a fait. Alors lui il dit depuis 2014, moi je vais dire depuis 2020, parce que moi je ne suis pas un dinosaure et j'ai été élu que depuis 2020. Voilà, alors la communauté de communes, le principal aux enjeux donc, de notre communauté de communes pour ce territoire, c'est le développement économique et l'attractivité de notre territoire. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Alors on a une chance, je vais dire, et qui peut être aussi un handicap, c'est-à-dire qu'on est entre Brive d'un côté, grosse agglomération, et Périgueux de l'autre. Et si on ne se bat pas, eh ben, on sera peut-être un jour condamné à disparaître. C'est pour ça qu'on a uni nos forces tous les trois et qu'on essaye effectivement de montrer qu'on est des irréductibles gaulois et qu'on va y arriver. Donc le développement économique, ça passe d'abord par une réserve foncière. Donc quand Dominique est arrivé dans cette communauté de communes, il n'y avait plus de foncier destiné aux entreprises, à Terrasson notamment. Et donc nous avons décidé qu'il fallait, compte tenu que Brive et Périgueux ont de moins en moins de fonciers disponibles, nous étions hier à territoire 19 à Brive, où on nous a dit qu'effectivement il ne restait plus que 35 hectares donc sur Brive. Donc nous avons fait le pari qu'après, forcément, les deux agglos, elles vont reculer. Et donc il faut avoir le foncier disponible pour pouvoir répondre à cette demande quand ça va se présenter. Ça s'est déjà présenté, je vous le dirai tout à l'heure.
Donc nous avons à ce jour acheté 17 hectares, donc sur à la fois Hautefort, Tenon et Terrasson. Et nous sommes en train d'acquérir les 3 derniers hectares, donc ce qui fera, enfin les 3 derniers pour le moment, en tout cas, ce qui fera 20 hectares de réserve foncière. Voilà, donc vous voyez que quand les chefs d'entreprise arrivent et qu'ils vous disent qu'ils veulent s'installer, il faut être prêt et il ne faut pas leur dire on va acheter et on l'aura dans 2 ans, c'est trop tard, c'est mort et par ailleurs. Et on est juste à côté de l'Occitanie, qui est une région, je dirais, qui accompagne énormément ces entreprises et qui est très très attractive. Donc on doit vraiment se battre pour lutter contre elles. Voilà, donc je sais qu'il y a des représentants de la région ici, je les en remercie d'être venus ce soir, puisque la compétence économique est avant tout une compétence de la région, et nous, la communauté de communes, nous avons la compétence surtout en immobilier d'entreprise. Et ensuite, je vous expliquerai comment ça se fait qu'on vous donne des aides. C'est par délégation, effectivement, de la région. Donc, la réserve foncière, c'est la première chose. Si on n'a pas de terrain, on ne peut pas implanter des entreprises. Deuxièmement, nous avons pensé qu'il fallait faire un accompagnement individuel des entreprises. Et nous avons mis en place ce que l'on appelle, nous, un guichet unique. Donc, certains d'entre vous sont déjà venus nous voir. On accompagne individuellement chaque porteur de projet. Chaque porteur de projet est reçu par la grande cellule économique que nous sommes, donc tous les 3. Ensuite, donc, nous nous orientons soit vers les chambres de métiers, soit vers les chambres de commerce, soit vers Initiative Périgord, vers Périgord Développement, avec qui nous travaillons pour monter les projets, de façon à ce que les porteurs de projets n'aient pas à aller frapper à toutes les portes. En une seule fois, en une seule réunion, on est capable de leur apporter, ils le savent, tous ceux qui en ont bénéficié ici, on est capable de leur apporter des aides. Souvent, c'est des subventions. Si ce n'est pas des subventions, c'est des conseils et c'est leur donner les bonnes adresses là où il va falloir qu'ils s'adressent. Donc, pour eux, c'est gagner du temps. Pour nous, ça s'appelle tout simplement de l'efficacité. Ensuite, nous avons, grâce à la région, donc, qui a lancé un dispositif qui s'appelle le dispositif marque employeur. Donc, la marque employeur, pour la première fois, parce que jusqu'à maintenant, alors moi j'ai la chance d'avoir les 2 casquettes, parce qu'il a oublié de dire que je travaille encore, je ne suis pas à la retraite, donc j'ai aussi des entreprises, plus qu'une aujourd'hui, et donc j'ai la double casquette, chef d'entreprise élu. Et jusqu'à maintenant, les chefs d'entreprise étaient dans leur coin et travaillaient, et les élus étaient aussi dans leur coin. Alors au début, je pensais que ça travaillait pas, l'élu, mais en fait, je me suis aperçue que ça travaillait aussi beaucoup. Et donc, étaient dans leur coin et travaillaient aussi de leur côté. Et le dispositif marque employeur permet justement de réunir à la fois les collectivités et les entreprises pour l'attractivité du territoire. Donc, elle permet, via l'ARACT, un dispositif donc, de la région, de permettre aux entreprises de faire une étude sur eux-mêmes. Alors, seules les entreprises qui sont aujourd'hui labellisées usines du futur ont le droit de rentrer dans ce dispositif, mais j'espère que la région va m'entendre, et je l'ai déjà dit à M. Rousset lorsqu'il est venu inaugurer TRS, qu'il faudrait l'ouvrir non seulement aux usines du futur, mais à toutes les autres usines. Donc j'espère qu'on sera entendu. Pour l'instant, c'est uniquement les usines les personnes, les entreprises labellisées usines du futur qui peuvent rentrer dans ce dispositif. Donc il y a un travail qui est fait avec la région, qui est financé l'ARACT, donc qui vient et qui fait l'audit des entreprises au niveau, donc notamment surtout de la responsabilité sociétale des entreprises, et pour voir ce qu'il faut mettre en place pour améliorer leur image, pour qu'ils soient plus attractifs. De par l'image qu'ils renvoient, mais également les conditions de travail qu'ils développent. Et nous, de notre côté, les élus, on est à l'écoute de leurs problèmes. Donc il y a eu une première réunion en ce qui concerne le territoire. Donc 8 entreprises sont rentrées dans ce dispositif, donc 6 du Terrassonnais et 2 du Sarladais. Et donc la réunion a eu lieu il y a 15 jours chez le groupe d'Allemand. Et donc là, les problématiques des entreprises sont remontées, on les connaît déjà, mais bon, voilà, c'est toujours bien de les rappeler. Et donc c'est surtout le recrutement, ça c'est pour tout le monde, la mobilité et les problèmes de logement. Et donc là, les élus, effectivement, donc nous avons et nous pouvons aider et travailler ensemble avec les entreprises, et c'est là-dessus qu'on a travaillé toute une demi-journée. Et on va continuer à travailler. Donc c'est ce qu'on appelle le dispositif marque employeur, et donc mis en place par la région. On a également voté, pour ceux qui en ont bénéficié, des aides directes. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on avait la compétence économique pour l'immobilier d'entreprise, certes,
Mais grâce à une convention donc, qui est passée avec la région, dans le cadre du SRD2I, alors je vais essayer de vous dire ce que c'est sans l'écorcher, le schéma de développement régional économique d'innovation et d'internationalisation. Voilà, bravo. Voilà, donc du coup, via ce schéma, nous avons donc une convention qui nous lie avec la région et à travers de laquelle nous pouvons distribuer des aides directes aux entreprises, alors en ce qui nous concerne, aux TPE et sur certaines lignes également aux PME, mais en règle générale, c'est surtout aux TPE et ce qui nous a permis d'aider un certain nombre d'entre vous ici, soit à la création d'entreprises, soit à la reprise d'entreprises. Voilà, et donc ça, nous avons un budget, alors il n'est pas énorme, mais à l'échelle de notre petite communauté de communes, parce qu'on n'est pas très gros et on n'a pas des budgets, on a comme toutes les collectivités aujourd'hui, des budgets contraints. Et donc jusqu'à maintenant c'était 150 000 € et cette année donc 200 000 € et je vais essayer de grappiller encore monsieur le responsable du budget, le DGS est par là, on va essayer de grappiller encore 50 000 € pour l'année prochaine. Donc voilà, donc j'espère que ça sera possible en tout cas. Donc au travers donc, de cette enveloppe, nous avons aidé, vous le verrez tout à l'heure, un certain nombre d'entreprises qui sont là ce soir et je vous en remercie. Je vous remercie de votre présence. Nous faisons partie également d'un label qui a été lancé là, non pas par la région, là, mais par l'État, qui s'appelle Territoire d'industrie. Alors, Territoire d'industrie, c'est Brive, c'est Tulle, et c'est tout ce qui est le Sarnadais, plus exactement le pays du Périgord noir. Donc, le pays du Périgord noir regroupe 6 communautés de communes, dont celle du Terrassonnais. Donc, nous sommes labellisés, donc tout ce territoire rentre donc, dans le dispositif Territoire d'industrie, qui nous permet notamment d'avoir des aides de l'État pour tout ce qui est ingénierie et financement d'études. Donc tout à l'heure, vous verrez la EY, donc Ernst & Young, qui va vous présenter une étude sur les sous-produits industriels. Eh ben, cette étude a été financée dans le cadre donc, de territoire d'industrie. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut nous aider également dans le cadre de notre développement. Voilà essentiellement ce que nous faisons donc, au quotidien dans les différents dispositifs. Alors après, je vais vous parler de 2 autres dispositifs qui malheureusement, on n'aurait jamais dû les avoir. Mais bon, comme je dis souvent, le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres. Donc comme vous le savez, la papeterie de Condat, et puis donc, je peux bien vous en parler puisque je suis maire du Lardin. Donc la papeterie de Condat a eu un PSE et dans ce cadre-là, vous avez entendu souvent manifester, nous avons été entendus partiellement par l'État. En tout cas, l'État est venu et nous a proposé donc deux dispositifs pour aider donc à revitaliser ce territoire. Le premier qui s'appelle Rebond industriel, donc l'État a mis 2 millions d'euros, la région a mis 1 million d'euros. Et ensuite, il y a le plan de revitalisation où là, l'État est obligé, donc dans le cadre du PSE, était obligé de mettre la main à la poche à hauteur de 750 000 € et ils ont décidé de mettre 1,5 million. Donc sur le plan de revitalisation, il y a eu 1,5 million qui a été mis. Et là, effectivement, donc, nombreux d'entre vous, ici présents aujourd'hui, ont pu, heureusement, je vais dire, en disposer. Souvent, c'était pour le développement et notamment pour participer aux investissements. Et encore, bon, le rebond va se terminer, mais le plan de revitalisation va continuer. Voilà, et moi-même, dans ma commune, ça m'a permis d'installer des commerces qui, je pense, sans ça, n'auraient peut-être pas pu être installés. Voilà, je ne pourrais pas ne pas en parler. Donc, par contre, voilà tout ce que l'on fait, mais on a aussi quand même des résultats. Donc, les résultats, eh bien, ça a été en 2023, l'implantation, et elle est représentée ici de TRS, et je les remercie d'être présents. L'implantation de TRS, donc avec 100 emplois à peu près, donc qui fait donc du transport d'ouvrants et de menuiserie. Voilà, donc c'est une entreprise très dynamique. Vous pouvez la voir, tous les camions marqués bleu ciel. Voilà, et on est très ravis de les avoir ici. Et encore une fois, merci à la région, merci au département qui nous ont aidés dans le cadre de l'immobilier d'entreprise. Sinon, cette entreprise serait partie à Montauban. Et grâce aux subventions donc, qui nous ont été données, nous avons pu retenir cette entreprise. La deuxième, c'est Mondial Relais. Donc Mondial Relais s'est implantée cette année. Elle a ouvert en juillet, elle a ouvert ses portes en juillet, donc là, elle est en croissance. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 salariés, c'est pas énorme, mais normalement les effectifs doivent doubler. Il
Il faut savoir que ce sera le hub régional donc, pour de Mondial Relais. Ils ont leur chaîne de tri la plus performante, c'est 10 000 colis à l'heure. Voilà. Donc avant, ils faisaient ça en une journée. Voilà. Donc ils vont normalement doubler aussi leurs effectifs. Voilà, c'est les deux plus grosses réalisations. Je ne vous parle pas de tous ceux que l'on aide à rester là, à se développer aussi. Ça, ce sont des nouvelles implantations. Vous savez qu'on a encore des hectares de disponibles. Si l'État, au travers des fouilles archéologiques préventives, et là il y a quelques industriels qui sont là et qui attendent avec impatience pour s'installer, que ces fouilles soient réalisées, ben là c'est au bon vouloir de l'État. Et on attendait que les budgets soient votés, alors je crois que c'est ce soir, non? Donc, bon, on va voir, on croise les doigts pour que ça puisse continuer. Et puis aussi, souvent, on a des problèmes d'urbanisme contre lesquels il faut se battre un petit peu tous les jours pour réussir à implanter des entreprises. Mais bon, on a la foi, on a l'envie et on y croit. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'être présent ce soir et écoutez, j'espère que c'est la première et j'espère que ça sera de nombreuses d'autres soirées qu'on pourra passer ensemble. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci. Merci Francine Morat, merci Dominique Bousquet. À présent, pour nous présenter les aides économiques du territoire, je vous demande d'accueillir Stéphane Derus, chargé de mission économie et communication. Bonsoir Stéphane. Merci, chers élus. Merci Madame Bourra, vous m'avez déjà quasiment fait ma présentation, donc ça va beaucoup m'aider parce que je n'ai pas son éloquence. Je voulais remercier quand même toutes les entreprises qui me connaissent et toutes celles que je ne connais pas d'être présentes ce soir, parce que sans vous il n'y a pas de soirée forcément, et sans vous il n'y a pas d'attractivité économique. Donc, je vais vous présenter donc, les aides économiques du territoire. Alors, ce n'est pas une présentation précise, hein, c'est vraiment les grandes lignes, d'accord? Puisque la volonté de la communauté de communes, comme l'a dit Mme Boa, c'est de recevoir les porteurs de projets, qu'on puisse échanger ensemble sur ce qu'on peut vous apporter comme aide, comme conseil, et c'est pour ça qu'on se place en porte d'entrée, d'accord? Ce qui veut dire que nous, après, on va pouvoir, selon votre projet, vous orienter vers les chambres consulaires dont vous dépendez, vers des dispositifs que l'on connaît, mais ça ne sert à rien de développer ici ce soir. Forcément, il y a le département qui a la filière, la compétence sur la filière agroalimentaire et sur le bois, et inévitablement la région, au travers du dispositif Entreprendre, qui concerne évidemment toute la région de Nouvelle-Aquitaine et tous nos partenaires qui sont présents aussi ce soir, comme Périgord Initiative et Initiative Périgord. Voilà. Donc la convention d'aide économique, comme l'a dit Mme Boa, donc elle dépend évidemment de la région, puisque c'est nous qui prenons pour avoir les aides directes aux entreprises, par convention avec la région, cette compétence. Donc, on s'appuie évidemment sur la politique de la région pour ça, puisqu'on dépend de son règlement d'intervention aussi. Donc, pour soutenir le développement et l'attractivité de nos entreprises, on passe par 4 points principaux, peut-être que j'en oublie. On va encourager la création et la reprise dans l'entreprise, puisque notre règlement d'intervention, en fait, il se veut complémentaire de ce que fait la région. Parce que si c'est pour faire la même chose, forcément, c'est pas forcément intéressant. Bon, après, il y a des histoires de paliers, donc forcément, après, on peut être complémentaire sur les mêmes aides. Mais, par exemple, pour encourager la création et la reprise, nos élus ont souhaité mettre en place la prime à l'amorçage. Que faisait avant la région, qu'elle ne fait plus. Et ça, c'est vachement important parce que souvent, dans une petite création d'entreprise, il y a toujours des faux frais. Des cartes de visite, un téléphone, un ordinateur portable, etc. Et parfois, un petit coup de pouce, ça aide aussi les créateurs à pouvoir mettre le pied à l'étrier. Et ça, c'est vachement important. Et souvent, c'est des lignes qui ne sont pas présentes dans notre règlement d'intervention. Il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Parce que si on faisait ce qu'on voulait, moi j'ai un président qui me ferait faire des chèques toute la journée pour aider les entreprises. Malheureusement, on est contraint par un règlement. Donc, malgré notre volonté d'en faire beaucoup, parfois on est un petit peu restreint sur les axes d'intervention et sur certains investissements. D'accord ?
Soutenir le développement et l'attractivité des TPE, puisque la majorité de notre intervention concerne les très petites entreprises, hein, c'est entre 1 et 9 salariés, vous le savez. Il y a aussi tout un volet sur la transition numérique, puisque sans la transition numérique, aujourd'hui, surtout en ruralité, on ne fait pas grand-chose. Je connais une entreprise qui est présente ici ce soir, qui, depuis notre territoire, travaille au national, parce qu'il y a la fibre. D'accord ? Donc, ça passe par l'Internet, ça passe par des systèmes informatiques qu'il faut mettre à jour, notamment sur la sécurité aussi. La région aide beaucoup sur la sécurité numérique. Nous, régulièrement, on fait des ateliers économiques pour vous sensibiliser, par exemple, à la sécurité numérique. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et le jour où ça vous arrive, ça peut carrément bloquer votre activité. Et là, vous vous retrouvez le bec dans l'eau, si j'avais su. Donc tout ça, si vous allez sur notre site internet, vous avez l'info. Si vous venez à nos ateliers qui sont mis en place en collaboration avec la CCI, des ateliers économiques sur des sujets qui concernent les TPE, ça peut aussi vous aider à prendre conscience, parce que parfois on n'a pas conscience, que ce sont des sujets qui sont super importants. Enfin, aider l'investissement immobilier, comme le disait Madame Bourra, ça passe aussi par l'achat, l'extension, la rénovation sur l'immobilier d'entreprise. Et ça, c'est vachement important, parce que quand il y a de la croissance, souvent, on a besoin d'un nouveau bâtiment, d'une extension, etc. Donc, on peut aussi vous aider sur ce sujet. Le budget annuel est passé de 150 000 € par an à 200 000 € par an, en espérant évidemment que les prochains arbitrages budgétaires nationaux nous permettent d'aller jusque-là. Parce que bon, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé par rapport au budget. Voilà ce que je peux vous dire sur les grands axes. Si on fait une petite rétrospective sur les 3 dernières années, on a pu accompagner 68 entreprises qui ont reçu des subventions de la communauté de communes. C'est à peu près 300 000 € qui ont été injectés dans l'économie locale. Sachant qu'en général, notre petite participation permet aussi d'avoir des plus gros volumes d'investissement et qui font en général marcher l'économie territoriale, l'économie locale. D'accord ? C'est un petit peu toute la philosophie de toutes les aides, notamment sur l'habitat, qui sont faites en direction des entreprises du territoire. D'accord ? En 2022, il y a eu 18 dossiers pour 82 000 €. Donc là, on avait du flex encore. On est monté un tout petit peu en charge en 2023, on est passé à 20 dossiers pour 91 000 €. Et alors, cette année, on a crevé tous les plafonds, puisqu'on est à 30 dossiers. On a dépassé légèrement l'enveloppe de 150 000 €. Les élus ont souhaité rajouter 50 000 € pour justement pouvoir aider les entreprises de Condat et tout l'arsenal économique qu'il y a autour et toutes les entreprises pour qu'elles puissent rebondir un petit peu. Donc il y a eu un effort de la collectivité de 50 000 €. Et on espère qu'effectivement en 2025, on aura le même budget à 200 000 €. Voilà. Sur les grandes lignes de ce qu'on a pu faire dans notre super grand service économique. Et alors vous allez me dire, mais alors tout ça, ça concerne quelle ville ? En fait, ça concerne tout le territoire. Absolument tout le territoire. On a des entreprises dynamiques partout. Alors évidemment, on retrouve nos 4 centralités qui sont Hautefort, qui sont Tenon, le Lardin Saint-Lazare et évidemment Terrasson. Mais vous pouvez vraiment constater qu'on a quand même des entreprises. Alors ça, ce sont des entreprises que nous avons accompagnées. Il y a aussi nombre d'entreprises qui ne font pas appel à des subventions, qui investissent aussi sur leurs fonds propres. Il y a des entreprises qui se font aider directement par la région via leur chambre consulaire, etc. Ça, c'est des entreprises qu'on a pu accompagner. C'est déjà pas mal. Et on espère vraiment pouvoir continuer sur 2025. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation un petit peu sommaire de ce qu'on a pu faire. Est-ce que vous avez des questions précises ou pas ? Moi, Stéphane, je vais dire qu'on n'aide pas aujourd'hui les commerces. On n'a pas pris la compétence commerce qu'on a laissée aux villes, puisque, je vous ai dit en introduction, donc on a été classé petite ville de demain, c'est une procédure de l'État, donc Terrasson et Tenon ont été petites villes de demain. Donc on a souhaité que le Lardin et Hautefort y soient associés, nos 4 centralités. Et comme on était petite ville de demain, on a eu droit à un financement par un chef de projet
qui s'occupe de l'ensemble du territoire, mais plus spécialisée aujourd'hui dans la mobilité et dans l'habitat. C'est Romain Salducci pour tous ceux qui ont des dossiers habitat. Donc son poste a été financé à 80% pour du développement territorial. Et on avait la possibilité aussi d'avoir un manager commercial. Donc ça, on l'a pas fait, et apparemment, la ville, le centre l'a pas fait non plus. Mais on n'a pas la compétence commerce. Voilà, donc on a donné quand même l'aide à l'amorçage au commerce, même si on n'a pas la compétence commerce, il y a un peu d'aide. Et on a aussi, dans le cadre de l'ACP, qui est l'action collective de proximité, en accompagnement de la région et du département, des aides au commerce. Mais ce n'est pas notre domaine dans lequel on agit le plus, sinon les villes trouveraient à redire si demain on fait tout. Merci, Président. Et je vous remercie pour votre indulgence et votre écoute. S'il y a des questions, c'est moi qui leur ai coupé le sifflet. Tout à l'heure, les questions, s'il y en a. Ou alors ils viendront dans le bureau les poser. Quoi. Ah oui, alors, évidemment, vous n'hésitez pas. Vous avez mon numéro un petit peu partout sur le site, sur toutes les publications Facebook. Abonnez-vous au fil Facebook, c'est vachement important. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut partager sur la vie du territoire, il y a souvent les actions de la communauté de communes qui sont mises en avant. Et souvent, il y a des dispositifs nouveaux, comme un Choum pour la mobilité, que vous pouvez découvrir à travers le fil Facebook. Voilà, ça mange pas de pain, vous vous abonnez au fil Facebook, vous faites abonner votre famille, vos copains, vos amis, et vous allez sur le site internet. Merci. Merci Stéphane. Une belle soirée, il est temps de retrouver une nouvelle thématique, les sous-produits industriels. Et pour nous en parler, pour vous en parler, je demande à Anna Smith-Nora du cabinet Ernst & Young de bien vouloir rejoindre la scène. Bonsoir Anna. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président, merci Madame la Vice-Présidente de me permettre d'intervenir ce soir. Comme l'a dit Madame la Vice-Présidente, le territoire du Terrassonnet appartient à un programme plus large, le programme Territoire Industrie. Dans ce cadre-là, les trois territoires, donc, il y a bien sûr le pays périgord, mais il y a aussi l'agglo de Brive et l'agglo de Tulle, qui ont fait appel à l'État pour la réalisation d'une étude sur le sujet des sous-produits industriels et plus largement sur le sujet des démarches qualité. Donc on va pouvoir voir un peu de quoi il en retourne, sachant qu'on avait une focalisation dans le cadre de notre étude sur 4 filières, bien sûr 3 filières industrielles, donc la filière agroalimentaire, la filière bois, la filière métallurgie, et puis parce qu'il y a des sujets en termes d'évolution de la réglementation et de volume de ce produit très important, la filière PTP construction. Là, je voulais aborder avec vous ce soir trois sujets. Déjà un petit élément de contexte autour de ce que c'est que l'écologie industrielle et territoriale, pourquoi c'est potentiellement important à la fois pour les territoires nationaux mais aussi pour les entreprises. Évoquer rapidement un peu les sujets qu'il y a pour les entreprises, les enjeux autour de l'EIT et plus globalement sur la gestion des sous-produits industriels par les entreprises. Et puis rapidement à la fin vous présenter les résultats de l'étude à date. L'objectif, c'est pas ce soir de vous ennuyer avec tous les chiffres qu'on a pu récolter, c'est plus de vous présenter globalement comment on a mis en place cette étude, comment elle s'est déroulée et quelles sont les conclusions à cette date, sachant que l'étude durera encore quelques semaines. Globalement, sur l'écologie industrielle et territoriale, c'est une démarche, une approche un peu globale à l'échelle des territoires directement, donc avec une approche très localisée, qui vise à optimiser l'usage des ressources sur les territoires. Et à développer des logiques d'écosystème, de collaboration entre acteurs à la fois industriels, mais aussi des acteurs institutionnels, bien sûr du territoire, les centres de recherche, tout acteur institutionnel qui peut faire partie de cet écosystème industriel plus large. Et quand je parle d'optimisation des ressources, bien sûr on est sur les ressources matières, c'est la matière que peuvent utiliser les entreprises, la matière qui sort des processus de fabrication, c'est également tout ce qui va être flux, donc les eaux, les énergies,
Et voilà, tout ce qui va permettre finalement de développer une approche plus durable de l'industrie, et puis qui prend en compte également les évolutions réglementaires autour de tous ces sujets. Il y a 5 principes clés de l'EIT. Nous on se focalise sur 4 puisque les sujets d'émissions de gaz à effet de serre c'est encore un sujet un peu à part. Mais globalement on se focalise dans le cadre de cette étude sur la réduction, l'optimisation plutôt en termes de gestion des ressources et plus spécifiquement sur la partie sortie, donc la gestion des sous-produits industriels, donc ce qu'on peut appeler communément déchets. L'objectif, c'est justement de se dire ce qui sort d'une entreprise, c'est pas forcément un déchet, c'est une ressource à part entière. Alors, une ressource qu'il faut pouvoir transformer pour en faire une ressource utilisable si elle ne l'est pas immédiatement. Un carton propre peut être traité immédiatement. Si on est sur des huiles ou autres, forcément, il y a un principe de transformation appliqué. Mais voilà, cette matière qui sort du processus de fabrication peut être une ressource à part entière. Ensuite, bien sûr, les sujets de synergie industrielle, parce que quand on parle de gestion de la matière, il y a aussi ce qui peut être fait entre industriels, la ressource le déchet entre guillemets de l'un peut être la ressource de l'autre, comment justement favoriser ces coopérations. Et puis ces coopérations, pas seulement entre industriels, mais aussi avec d'autres acteurs, comme je le disais, d'autres partenaires privés, publics, pour développer cette logique écosystémique. Si on poursuit rapidement sur les enjeux plus spécifiquement pour les entreprises autour de ces logiques d'EIT et de valorisation des sous-produits industriels, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 principaux impacts pour à la fois les entreprises et les différents acteurs du territoire et les territoires eux-mêmes. Bien sûr, un impact économique. L'enjeu, c'est de créer de nouvelles filières, c'est de créer de nouveaux flux. C'est aussi pour les entreprises d'avoir, quand on parle d'optimisation de l'usage de matières, diminuer les coûts, à la fois en termes de gestion de ce produit à la sortie, mais même avec l'usage de matières revalorisées, donc potentiellement moins chères. On voit sur tout ce qui est métallurgie par exemple. Un impact social, puisque avec la création de nouvelles filières, on peut avoir le développement bien sûr de nouveaux emplois, et puis favoriser également pour les entreprises, avoir une attractivité renforcée, parce qu'on le verra, il y a des enjeux autour de l'attractivité des entreprises sur les sujets ce qu'on appelle le RSE, donc tout ce qui va être responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et puis bien sûr, le plus évident, impact environnemental, réduire la pression sur les ressources et améliorer la gestion des matières sortantes. Globalement, cette démarche qui a été lancée par les territoires, cette étude s'insère dans une logique régionale plus forte, puisque la région intègre ces notions de transition écologique et sociale dans ses politiques publiques, et notamment sur cette 4e ambition du programme, qui est innover pour une économie durable et responsable, avec des bénéfices, encore une fois, tant pour les territoires que pour les entreprises. Et pour les entreprises spécifiquement, parce qu'on est là sur le sujet de l'économie et donc de ce que peuvent faire les territoires aussi pour les entreprises. Comme je disais, il y a un intérêt purement économique, qui est d'optimiser ou de réduire ses coûts, d'optimiser ses processus. Et puis comme je le disais, en termes d'attractivité, on a parlé rapidement d'emploi tout à l'heure, un enjeu qui remonte de plus en plus sur les sujets d'emploi, c'est être capable d'attirer sur des métiers qui parfois ne sont pas attractifs pour des raisons historiques, pouvoir attirer en montrant que l'industrie c'est pas forcément le charbon qui sort, la cheminée de charbon qui sort de la cheminée, c'est aussi des métiers conscients où on prend en compte les impacts environnementaux, et donc il y a aussi un enjeu d'attractivité des entreprises autour de ces sujets. Si on poursuit rapidement, il y a un des fondements, je vais aller assez rapidement là-dessus pour ne pas vous ennuyer sur les bases réglementaires, mais c'est important parce que finalement c'est aussi des obligations qui vous sont imposées depuis Bruxelles jusqu'ici, notamment avec la loi AGEC de 2020 sur ce qu'on appelle la loi anti-gaspillage, et notamment le 5e axe de cette loi qui vise à mieux produire, notamment avec de nouvelles filières REP, responsabilité élargie des producteurs, qui viennent avec des contraintes financières, puisque les REP, c'est notamment des contributions financières que doivent apporter les entreprises qui appartiennent à ces REP aux éco-organismes. La logique étant, c'est du pollueur-payeur, puisque vous produisez
vous polluez, et donc il y a quelque chose à faire en termes de gestion de la fin de vie des produits. Des obligations d'information, d'élimination des plastiques, d'amélioration des processus plus largement. Ça poursuit légèrement. Donc voilà, sur l'étude, comme je disais, l'objectif ça va pas être de vous ennuyer avec tous les chiffres qu'on a pu recenser, mais vous expliquer rapidement notre démarche et les objectifs qui sont poursuivis. Le premier objectif, c'est de réaliser un diagnostic des flux du territoire et de la gestion actuelle de ce produit. Quels sont les volumes présents sur le territoire, qu'est-ce qui est fait de cette matière actuellement, comment les entreprises gèrent leurs sous-produits, et puis finalement, est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration pour une meilleure gestion des sous-produits industriels. Éventuellement aussi en identifiant des synergies entre industriels ou avec des offres de solutions sur des sous-produits très spécifiques. Donc on a des entreprises qui ont fait remonter des enjeux spécifiques sur telle ou telle matière en termes de sous-produits organiques, sur les cartons, sur certains types de plastique, où finalement il n'y a pas forcément de solution satisfaisante en termes de valorisation, ou s'envoyer à l'incinérateur ou au méthaniseur, alors qu'il y aurait quelque chose à faire potentiellement en termes de circuits fermés, par exemple, de réutilisation de la matière au sein même du processus de fabrication d'entreprise. Et puis enfin, potentiellement, selon ce qui sort de cette étude, amorcer la situation d'un écosystème EIT, donc comment mettre en forme tout ça pour permettre aux acteurs du territoire de coopérer entre eux. Et en termes donc, rapidement de méthode, on est notamment nos deux principales ressources, ça a été à la fois des échanges qu'on a pu avoir avec des acteurs industriels de tout le territoire, donc à la fois bien sûr du pays périgord, notamment du terrassonné, mais aussi de Brive et du Tulle, acteurs sur les 4 filières que j'ai mentionnées, des entretiens avec des acteurs institutionnels également, donc bien sûr les têtes de filière qui ont consacré du temps pour cette étude, et un questionnaire qui a été diffusé en ligne, donc peut-être que certains d'entre vous présents ont pu répondre à ce questionnaire, qui visait lui plutôt à avoir une approche quantitative. On voulait avoir un maximum de données pour avoir une compréhension précise de ces flux. Donc, sur le questionnaire spécifiquement, sur les entretiens d'abord, on a réalisé à date 19 entretiens. Et ce qu'on a pu noter globalement, c'est que les entreprises, bien sûr, vous ne attendez pas à la réglementation pour agir, puisque c'est un enjeu pour vous également. Et donc globalement, les entreprises ont déjà mis en place beaucoup de choses en termes de gestion de leurs sous-produits. Elles ont des partenaires bien identifiés. 80% des entreprises qu'on a pu interroger via le questionnaire et via les entretiens passent par des prestataires extérieurs qui gèrent très bien derrière cette matière. Mais souvent, il y a des enjeux, par exemple, pour les plus petites structures qui n'ont pas forcément de responsables RSE, de responsables en charge d'identifier de nouvelles solutions de valorisation de leurs sous-produits, d'identifier de nouveaux partenaires. Et donc, il y a un sujet autour de certaines entreprises, certains plutôt petits sites, et qui pourraient être accompagnés sur ces sujets. Comme je disais, la plupart des sous-produits actuellement sont traités par les entreprises, il n'y a pas forcément d'enjeu là-dessus, mais voilà, il y a certaines matières pour lesquelles il y a des pistes d'amélioration qui ont été identifiées pour faire quelque chose d'un peu plus efficace et que les entreprises, encore une fois, puissent se resservir de cette matière comme une ressource à part entière. Et enfin, sur cette logique d'économie circulaire, où le but aussi c'est de pouvoir lever les freins à des actions plus collaboratives, notamment le fait que c'est un territoire relativement rural, donc il y a des sujets d'isolement géographique, de distance, qui engendre tout un tas de sujets par rapport au stockage ou autre. Rapidement sur le questionnaire, je ne vais pas vous emmener longtemps avec ça, mais globalement, comme je disais, notre objectif c'était d'avoir un maximum de données, à la fois sur les flux entrants, sur les flux sortants, sur les modes de valorisation actuels des entreprises et comment les entreprises s'insèrent plus largement dans l'écosystème local sur ces sujets de valorisation des sous-produits. Et globalement, sur les réponses qu'on a pu avoir, on disait 38 réponses exploitables sur 46, on est plutôt sur des petites moyennes entreprises, moins de 100 emplois, avec une forte prépondérance quand même de la filière agroalimentaire qui représente un peu plus d'un tiers des répondants. Et puis voilà, les autres filières qu'on a pu interroger, métallurgie, bois, construction de BTP bien sûr. Et donc je vais juste clore avec ces quelques enseignements clés à date sur la gestion des sous-produits industriels sur le territoire, sur le potentiel en termes de développement de logique EIT. Certes, on est sur des volumes assez petits,
de sous-produits. Et globalement, une entreprise, comme je le disais, gère déjà plutôt bien ce sujet. C'est quelque chose que vous avez déjà bien intégré. Par contre, des fois, certaines entreprises cherchent des solutions un peu plus optimales sur certains modes de valorisation peut-être à développer. Elles cherchent à identifier des partenariats en ce sens. Et donc à ce moment-là, il faut identifier si on est par exemple sur une logique de partage ou de mutualisation avec une entreprise voisine, quels sont les freins à cette mutualisation. Est-ce que c'est un problème de stockage, de logistique, est-ce que c'est un problème de type de matière, pour pouvoir mettre en place cette démarche collective. Avec quelques sous-produits qui ont pu être identifiés, notamment bien sûr sur la filière agroalimentaire qui a été un peu surreprésentée dans notre étude, mais sur certains produits spécifiques comme les déchets dans l'affinage. Devant qu'il n'y a pas de gros acteurs dans la gestion des biodéchets sur le territoire. Et que globalement, beaucoup de la partie traitement est faite en dehors du territoire. La collecte est faite localement, puis le reste est géré à l'extérieur. Voilà, je pense que les questions, si j'ai bien compris, c'est plutôt à la fin. Mais voilà. C'est maintenant. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette étude, sur le surtout sur ce qu'on a dit avant. Sur ce qui a été dit avant, moi je peux pas répondre. Mais Bon, profitez-en, après on va conclure et après on va voir un coup. Oui, bonsoir. Denis Laroche, Acquis France, à Terrasson. Voilà, bon, j'avoue que je suis un peu perdu, mais j'ai un peu de mal à comprendre dans une démarche RSE, puisqu'on est tous quand même amenés dans cette direction-là, à la fois, comme vous le disiez, par la région, par les lois qui, globalement, enfin les réglementations, et même les aides nous incitent à avoir une démarche RSE. J'ai un peu du mal à comprendre à quel moment il faut isoler dans la démarche RSE l'EIT, et quel peut être du coup, parce que a priori, si on remplit les critères du démarche RSE, on est en plein dans l'EIT. Et puis j'ai juste une autre petite question. Au niveau du recyclage, surtout dans des métiers qui existent déjà depuis longtemps, il y a une assez bonne, je pense, valorisation des déchets, pour autant qu'ils soient effectivement étriés, isolés. Vraiment, le déchet qu'aujourd'hui, si on est dans le même métier depuis un certain nombre d'années, on se posé la question. Nous, on est on va dire dans une période, mais cela aussi c'est très fluctuant, où les déchets sont repris à un bon prix, mais quel que soit le métier, je pense que même dans l'agriculture, il y a des déchets pendant un moment, je prends l'exemple du fumier de cheval, on arrive à le vendre, aujourd'hui on arrive à le vendre, et ça peut revenir. Mais ma question était, à quel moment, parce que c'est vrai qu'arriver aux produits qu'on n'arrive pas à recycler au final, là où on se heurte, c'est qu'on est confronté à le recycler pour le recycler et pour rentrer dans les cases. Et à côté de ça, du coup, on ne coche plus la case de limiter les transports. Parce qu'il y a un moment où la valeur du produit à recycler est bien moindre que les coûts de transport. Et si on se place uniquement sur on va dire sur le plan de l'écologie, c'est un peu ce qu'on gagne d'un côté et on le perd largement. Oui, merci pour la question. Enfin, pour les questions, du coup, je vais répondre un peu dans l'ordre sur le lien finalement entre RSE et l'IT. C'est totalement complémentaire, c'est-à-dire que si demain vous entrez dans une logique de coopération, mutualisation de tel ou tel flux, même ce que vous produisez, c'est pas forcément des flux matières, ça peut être des compétences, vous rentrez dans ce type de logique avec d'autres entreprises, ça c'est quelque chose qu'on fait valoriser dans une politique RSE. Et derrière, encore une fois, qui peut avoir un impact pour l'entreprise en termes de capacité à attirer certains profils qui sont attachés à ces sujets-là. Donc c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire que l'EIT, c'est une des choses, c'est un des modes de fonctionnement que vous pouvez valoriser dans une démarche RSE, comme vous valoriseriez le fait de simplement en interne bien trier vos sous-produits à la sortie, essayer d'être innovant sur le traitement des matières, ou bien sur ce que vous faites pour les salariés. Donc c'est totalement complémentaire. J'espère que déjà ça répond à votre question. Et donc sur la deuxième, comme je le disais, le but c'est quand même que les entreprises s'y retrouvent. On n'est pas du tout dans cette logique de dire vous avez des obligations qui s'imposent à vous, tant pis, faites avec. Là au contraire, c'est construire une démarche collective, collaborative avec les acteurs publics, avec les territoires,
pour identifier des solutions innovantes. Je pense que je sais pas si M. Plomb va bien le dire. On essaye de jouer gagnant-gagnant, mais c'est quelque part un peu des contraintes au départ. Oui, forcément, il y a la contrainte qui s'applique Ce sont aussi. des efforts qui s'animent un peu parce que, comme je disais, si on recycle tout, on va générer des transports parce que peut-être qu'effectivement on a certains déchets qui peuvent intéresser un recycleur mais qui va être dans le nord de la France. Mais on a un exemple ici, c'est la chaudière ACSR du Lardin, où dans le contrat d'apport de CSR, qui est le combustible solide de récupération, il faut qu'il soit récupéré dans un périmètre, je ne sais plus si c'est 50 ou 80 km, c'est obligatoire. Voilà. Donc on peut aussi, et dans cet esprit-là, derrière l'étude, on réfléchissait, puisqu'on a quelques entreprises qui traitent des produits, des sous-produits, c'est pour ça qu'on avait réfléchi que peut-être ça pouvait être une piste de développement pour notre territoire. Mais bon, c'est pas si simple que ça à revendre. On veut pas être un endroit où on amène tous les sous-produits. On veut être un endroit où on les traite pour éviter qu'ils aillent traîner ailleurs. Mais des fois, la nuance peut être difficile à appréhender par certaines associations très environnementales. Donc il faut faire attention à ce dossier. Et on a une assez grosse entreprise qui veut s'installer dans le coin et qui veut traiter les produits, mais là, à connaissance, ça sera simplement de la collecte et les traiter ailleurs. Donc il y a aussi le problème, ce que vous dites, des kilomètres. Parce que ça, effectivement, je me permets de compléter sur notamment la partie logistique, qui est un gros enjeu dès qu'on parle de. Aujourd'hui, il y a des volumes assez faibles. Donc, si les entreprises ont des volumes faibles, forcément, il y a un moment où soit il faut qu'elles puissent stocker sur site, soit il faut qu'elles trouvent des solutions pour éviter d'avoir trop de flux. Donc, nous, notre approche, c'est vraiment c'est aussi la logique EIT, écologie naturelle et territoriale. C'est vraiment rester sur des périmètres proches. Donc, une démarche EIT, on estime que globalement, elle doit se faire sur un périmètre d'environ 30 km. Donc, l'objectif, c'est justement d'identifier des solutions locales à ces sujets-là, identifier des solutions proches. S'il n'y en a pas, identifier des acteurs qui pourraient s'implanter. Ça peut être des gros acteurs, ça peut être des plus petits acteurs qui vont répondre à un besoin très spécifique. Notamment, s'il n'y a pas des volumes énormes, il n'y a pas forcément besoin d'un acteur énorme, mais voilà, des acteurs qui vont pouvoir combler un peu ces trous dans la raquette, entre guillemets, la chaîne de valorisation, pour justement être sûr de rester sur ce périmètre local, qui n'est pas ce surcoût engendré par les transports, qui en plus serait totalement incohérent d'un point de vue environnemental, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté on va mieux gérer notre matière pour être plus responsable, mais de l'autre, on va finalement générer énormément de gaz à effet de serre par les transports. C'est totalement intégré dans notre étude où justement on a une approche par bassin, par zone d'activité, sur des périmètres d'environ 30 km, où on essaie de voir qu'est-ce qui peut se faire sur ces zones-là, entre les entreprises, avec des apporteurs de solutions. Le CVA par exemple, sur tout ce qui est gestion des sous-produits organiques, comment trouver des solutions un peu innovantes à l'échelle locale pour améliorer la gestion de ces sous-produits. On essaye de voir si on peut. Après, on n'est pas sûr d'y arriver. C'est le but de l'étude, c'est vraiment de pouvoir identifier ces opportunités-là, sachant que, comme je disais, globalement, ce qu'on constate sur le territoire, c'est qu'on est sur des volumes assez faibles. Donc, c'est pas forcément un enjeu majeur en termes purement écologiques, en termes de base. Et puis les entreprises, comme vous disiez, elles n'ont pas attendu la réglementation, c'est pour ça que vous faites ça depuis longtemps. Et donc, les filières sont quand même déjà bien implantées. Il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire déjà qui font le gros du travail. L'enjeu pour nous, c'est de trouver pour ces quelques matières où justement on n'est pas à un niveau optimal de valorisation, qu'est-ce qui peut être fait en plus. Il y a tout simplement l'assainissement aussi, qui est une compétence de la communauté de communes. Donc, c'est des gros dossiers financiers. Donc, à Terrasson, on a fait une station d'épuration qui a coûté 5,5 millions. Et dans ces 5,5 millions, il y a 1,5 million pour la pérennité des fermiers du Périgord, qui doivent être là ce soir. Voilà. Donc, c'est aussi le maintien de cette entreprise. Après, il y en a d'autres qui auront besoin demain de prendre en compte l'assainissement, et on est en train aussi, là on est
on est, en gros service, on est deux. À l'économie, avec eux. À l'assainissement, il y a 2 personnes qui sont en train aussi de travailler quand les entreprises ont besoin qu'on prenne leur assainissement, les eaux usées. Et puis ça chiffre vite, là. Alors, les questions très particulières sur les aides, bon, il faut prendre rendez-vous chez Stéphane, mais des questions plus générales, vous pouvez en poser, quoi. Donc, en ce moment, on cherche à agrandir nos zones, c'est la priorité. On prend un peu de retard, comme l'a dit Francine, avec les fouilles préventives. Mademoiselle Dessert, à Thonon, parce qu'on parle beaucoup de Terrasson, mais c'est un petit faible aussi pour Thonon. Il y a un investissement de 12 millions qui est prévu. Et eux, c'est pareil, leur assainissement, ils le mettent dans des camions et ils l'amènent ailleurs. Donc ça répond un peu, s'ils n'ont pas fait de station à Thonon. Alors est-ce qu'il faudra faire une station? Jusqu'à présent, ils avaient le meilleur compte à faire comme ça. Mais peut-être que si la boîte aurait investi 12 millions, il faudra peut-être y penser. L'enjeu aussi qu'on voit à travers cette étude et plus globalement sur les sujets de gestion des matériaux, de IT, etc., c'est comme je disais, la réglementation, comme je vous ai parlé un peu de la loi AGEC de 2020, mais voilà, il y a certaines, cette loi, entre autres, prévoit différentes évolutions réglementaires jusqu'en 2040 sur les emballages, le suremballage, sur l'usage du plastique non recyclé. Voilà, donc il y a un certain l'élargissement des filières REP, comme je disais, une filière REP. À partir du moment où vous appartenez à une de ces filières, maintenant c'est vous qui devez faire le tri, donc vous devez avoir les bonnes bennes, vous devez avoir les compétences en interne pour identifier la matière, savoir où elle va. Donc ça engendre un surcoût pour les entreprises, et donc plus ces évolutions sont anticipées, plus derrière, voilà, ce qui doit être mis en œuvre peut l'être en temps et en heure pour éviter ces surcoûts et que ces transitions puissent se faire de manière assez souple. Merci pour les précisions. Et maintenant, le moment que vous attendez toutes et tous, la remise des trophées de l'économie territoriale. Et pour remettre le trophée du développement durable, j'invite Stéphane de Russe à venir sur scène. Stéphane. Bon, alors j'ai le grand honneur et la grande joie d'ouvrir cette première cérémonie de remise des trophées pour cette première soirée de l'économie territoriale. Et donc, pour le prix du développement durable, si je m'y retrouve, voilà, j'ai le plaisir d'appeler l'entreprise Solarus Conseil à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Venez tous, oui, bien sûr. On va faire de la place. Quelle surprise, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, le seuil est un frais. Il faut quand même que vous m'expliquiez, parce que je vais aller voir sur votre site internet pour voir votre belle équipe. Et il y a... Non, c'est vrai? C'est elle? Mini? C'est qui Mini? Effectivement, sur le site internet, on a une égérie. C'est un petit chien, un petit chihuahua, c'est mini. Et il y a des gens qui la connaissent apparemment. Et je pense que ça reflète un petit peu, merci beaucoup, ça reflète un petit peu l'esprit qu'il y a chez Solarus Conseil. En fait, quand on a... C'est quoi l'histoire de Solarus Conseil en 2 mots? Il y a 3 ans de ça, en fait, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aider les artisans à être compétitifs quand il s'agit du photovoltaïque par rapport à des géants? C'est-à-dire qu'une PME dans le coin, c'est compliqué pour elle de lutter à armes égales avec Bouygues, Vinci ou là je cite des géants que vous pouvez connaître. Et évidemment, la difficulté pour elle, c'est d'avoir les ressources pour pouvoir internaliser un bureau d'études. C'était compliqué. Donc le défi, c'était de créer un bureau d'études que des petites PME pourraient effectivement utiliser pour pouvoir jouer à armes égales. Alors est-ce que ça fonctionne? Et dans la réalité, en fait, je peux citer des exemples même d'entreprises du coin, comme l'entreprise Seabra par exemple,
qui a l'habitude de faire du photovoltaïque chez des particuliers ou des petites structures. Et aujourd'hui, notre vocation, c'est de les aider à emporter des plus gros marchés quand ils sont en compétition, effectivement, sur les plus grosses structures. Donc je suis très heureux pour eux quand ils remportent des gros marchés comme des entreprises, couvrir des toits d'agriculteurs, ce genre de choses. Et c'est un petit peu notre vocation. Et puis j'ai toujours tendance à dire que chez Solarus Conseil, on a deux valeurs. La première valeur de Solarus Conseil, c'est ce que j'ai illustré là, c'est d'essayer de redorer le blason du photovoltaïque, donc en améliorant effectivement les pratiques au quotidien et en luttant contre les arnaques. Et puis la deuxième vocation de Solarus Conseil, c'est effectivement d'essayer de développer l'emploi à la campagne. On a une chance qui est inouïe aujourd'hui sur notre territoire, c'est qu'on a la fibre et notre marché, c'est effectivement la France entière. C'est assez facile pour nous, effectivement, de pouvoir aider, comme les entreprises de Sarlat ou les PME du coin, partout en France, sur le même modèle. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc vraiment, je voulais remercier toute l'équipe, parce que on vend de la prestation intellectuelle, et quand vous voyez à quel point je bafouille parce que je parle devant tout le monde, vous comprenez bien que la prestation intellectuelle est plutôt à l'origine produite par l'équipe et pas par moi. Est-ce que c'est possible de les applaudir, s'il vous plaît? Et enfin, je voudrais quand même donner un mot aux élus et aux acteurs économiques qui ont vraiment été un soutien indéfectible. La première fois que j'ai rencontré Dominique ou Francine Bourrin, il s'agissait à peine des ébauches dans l'entreprise, et ils m'ont ouvert tout de suite leur carnet d'adresses. C'était complètement naturel. Moi, je venais d'une autre région, j'avais jamais vu ça, donc vraiment, on a des élus qui font un travail exceptionnel. Alors, c'est vrai que c'est un sujet. Au début, on était à Barse, dans une annexe de mon garage. J'avais un garage de 40 mètres carrés, et je me disais que c'était un super bureau pour commencer à travailler. Sauf que 3 ans plus tard, on a été obligé de déménager très récemment à Azra. Et on est 7 personnes à plein temps à travailler pour Solarus Conseil. Et puis peut-être demain, migrer à Tenon quand la zone le permettra, si jamais les fouilles sont positives. Voilà, merci encore à toute l'équipe. Bravo à Solarus Conseil, vous pouvez les applaudir bien fort, hein, bravo à eux. À présent, pour remettre le trophée de l'innovation, c'est le tour de Francine Bourrin. Oui, j'ai l'honneur, effectivement, de pouvoir remettre le trophée de l'innovation, parce que nous avons sur notre territoire des entreprises innovantes, et il y en a de plus en plus. Et celle-ci, elle est dans un tout petit territoire. Il faut vraiment aller la chercher, mais elle a des chefs d'entreprise extraordinaires, et ils vont vous en parler, puisque je veux vous dire que le gagnant est la Scierie Larue à Sainte-Trie. Messieurs, bienvenue. J'encourage à monter sur scène, on peut les applaudir, la Scierie Larue. On s'y attendait pas, donc on va également bafouiller. On est une scierie familiale, on est la 3e génération. C'est une scierie qui a été créée en 1946 par notre père et notre grand-père. Et voilà, donc avec mon frère, ça fait maintenant 8 ans qu'on a repris l'entreprise familiale, où on travaille, on œuvre à la fois pour développer notre entreprise, et tout en ayant des pratiques, on essaye le plus vertueuses possible, c'est-à-dire notre manière de voir les choses, c'est-à-dire on dit souvent on peut être industriel de la filière bois tout en étant éco-responsable, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'aujourd'hui on peut transformer notre matière qui est le chêne aujourd'hui, et avoir du matériel de dernière technologie, 2.0, et tout en respectant notre matière première qui est le chêne, et respecter la forêt qui est notre source d'approvisionnement. Alors, ils ne sont pas le cas. Les chênes, ils viennent d'où? Donc, nous, on est situé tout en haut du département. Les chênes
notre rayon d'approvisionnement, il est dans un rayon d'à peu près 40 km autour de la Sienne. Voilà. Donc on travaille beaucoup en local. Alors, on est 12 aujourd'hui. Demain, donc Francine et Dominique nous ont beaucoup aidés. On monte un projet qui... Alors voilà, pourquoi l'innovation? C'est parce que du coup, demain, on monte un projet où on change la seconde partie de notre entreprise et on installe du matériel 2.0 avec une nouvelle ligne de délignage et hydroniage. Donc ça, c'est pour la partie technique, qui va en fait nous permettre d'allier du coup le matériel avec une nouvelle technologie, donc d'intégration d'intelligence artificielle, à savoir des scanners qui vont permettre de mieux transformer la matière, c'est-à-dire de manière plus, avec de meilleurs rendements, et tout en améliorant le confort de travail de nos collègues collaborateurs, parce que voilà, aujourd'hui, une entreprise, c'est pas que deux chefs d'entreprise, c'est les collègues, les collaborateurs qui travaillent avec nous. Et voilà, cette nouvelle ligne de sillage nous permettra l'année prochaine de recruter également 4 personnes supplémentaires. C'est déjà en cours, c'est pas simple, mais on essaye et voilà, travailler mieux la matière. Voilà. C'est un investissement de 3 millions d'euros. C'est à hauteur de notre chiffre d'affaires. On a bénéficié du plan de remédialisation, de rebond industriel, voilà, de l'Europe. De la région aussi. Oui, voilà, de la région, de la Comcom. Voilà. Oui, à hauteur de 23%. J'ai pas grand chose à rajouter, hein, voilà, si ce n'est vraiment vous remercier, parce que si c'est quand même très important aussi de le dire, c'est que ce projet, voilà, ça fait maintenant 2 ans qu'on est dessus. On sera la 2e ligne en Europe à être équipée de cette technologie-là. C'est pour nous un petit peu une fierté quand même de pouvoir porter ce genre de projet. On a la chance avec mon frère d'être une fratrie qui s'entend très très bien, où on a vraiment le même objectif, la même vision des choses. Et voilà, nous produire, oui, mais produire de façon intelligente, c'est vraiment ce qui nous anime. Voilà, donc on va essayer de maintenant respecter notre matière. On a attaché de l'importance à votre discours, je me souviens plus de votre prénom tout à l'heure, parce qu'on est vraiment dans cette démarche-là. C'est aujourd'hui le sommet RSE, c'est important. On a cette envie, cette obligation de s'impliquer et de travailler tous les jours mieux. Voilà. Merci encore. Et il faut dire quand même qu'ils sont dans une commune de moins de 100 habitants. Sainte-Trie, il faut aller les chercher. Et à présent, pour remettre le 3e trophée, je passe la parole à Dominique Bousquet cette fois-ci pour la remise du trophée de la transmission reprise. Oui, c'est important lorsque les industriels prennent la retraite, qu'il y ait des gens qui le reprennent. Il y a des aides à ce niveau-là du département, de la région, et nous aussi on accompagne. Donc les 2 entreprises qu'on a vues tout à l'heure, Bars, c'est la capitale de la forêt barade, mais ça reste Bars. Hein. Sainte-Trie, je ne savais même pas où c'était, c'est 80 habitants. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'entreprise qui a été reprise à Terrasson, c'est l'entreprise Durand da Silva qui va venir à l'aide de Terrasson. Et comme il pleut beaucoup en ce moment, on a besoin de couverture. Voilà. Allez, on va laisser le repreneur. Ça fait facile pour moi. Eh bien, je m'appelle Cécile David. J'ai repris l'entreprise au mois de mai de M. Durand Dominique.
basé à Terrasson. Nous faisons charpente, couverture, zinguerie. Voilà. Nous sommes les 5, j'ai 4 salariés, dont moi, en chef d'entreprise. Voilà. Comment dire, de plus, je suis fier d'avoir laissé mon entreprise à mon chef d'équipe qui est resté là pendant 10 ans, qui malheureusement au début, qui a commencé avec moi, il a fait une chute de toiture, qui est resté un peu plus d'un an sans travailler et qui a très bien repris l'entreprise, je suis très fier. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci. Alors, on les applaudit bien fort, évidemment. Stéphane, je pense que ce serait bon qu'ils viennent tous pour la photo, les trois lauréats de la soirée. Restez sur la scène pour la photo. Hein, Stéphane? Allez, on peut les applaudir à nouveau. Bravo à eux. Et avant de se quitter, justement, et de se retrouver autour du buffet préparé par les petits plats de Rémi, je donne une dernière fois la parole à Dominique Bousquet. Merci Angélique. Donc moi je vais me borner à vous remercier. Si on veut un territoire attractif, c'est possible que lorsqu'il y a des entreprises, alors là, les trophées, c'est des petites entreprises d'une dizaine de personnes. On a aussi la chance d'avoir des grosses entreprises avec lesquelles on a d'excellents rapports. Avec les papeteries, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas être totalement hypocrite, mais il y a d'autres grosses entreprises ici avec lesquelles on s'entend très bien et qu'on essaye d'accompagner. Au milieu, il y a toutes les entreprises moyennes. Vous avez vu, c'est sur l'ensemble du territoire, depuis Sainte-Tré à Bars jusqu'à Terrasson. On souhaite que l'ensemble de notre territoire reste dynamique. Donc, bravo à vous tous qui développez notre territoire. Et ceci n'est possible que lorsqu'on sait aller chercher les financements, aller chercher des gens qui nous accompagnent. Donc c'est la région, ça a été dit beaucoup. J'excuse Benjamin Delrieux, qui est le correspondant conseiller régional, il n'était pas à Bars, mais il vient de rencontrer un sanglier. Donc la voiture n'a pas résisté, je ne sais pas si le sanglier est parti en courant, mais la voiture elle est restée au bord de la route. Donc le Benjamin, il n'est pas venu ce soir. Le département qui nous accompagne, mais le département aujourd'hui, sa politique économique, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire, la forêt, donc il est réduit un peu dans la possibilité de ses aides, et l'État, on critique quelquefois, mais l'État nous a accompagnés à la fois par la DETR sur les zones d'activité et le fonds vert. Donc on dit que dans le prochain budget, le fonds vert va être réduit, mais on en a bénéficié aussi de l'État. Et une banque, alors il y a des organismes bancaires ici, il y a celui près de chez nous, il y a le mutuel, il y en a beaucoup, mais il y a aussi la Banque des territoires, et c'est vrai que lorsqu'on est petite ville de demain, on a eu droit à des sommes importantes pour acheter nos zones d'activité, et la Banque des territoires s'y est particulièrement impliquée. Donc ces remerciements, sans vous les entreprises, sans nos partenaires financiers, on ne pourrait pas développer notre territoire. Et après, il y a toute la communication qui est importante. Et la communication, c'est nous tous qui pouvons en faire un peu, mais on est accompagné par Périgord Développement. Donc avec Francine, on monte assez souvent à des salons à Paris, on a des rencontres.
on a quelque chose qui s'appelle Oser Périgord, avec Monsieur Gommet, qui nous rassemble des entreprises qui ont envie de descendre en Dordogne. Et ça marche. Alors les grosses, c'est des fois des hasards. En ce moment, on a un contact avec une grosse. On ne sait pas si ça abouira. Mais des petites, il y en a aussi qui reviennent en Dordogne. À Hautefort, il y a Evocati. C'est une entreprise, ils étaient une dizaine à Paris. Il y en a 6 ou 7 qui sont venus s'installer à Hautefort déjà. Et eux, ils font de la traduction de jeux vidéo. C'est vraiment un créneau particulier, mais on allait piquer une entreprise à Paris. Voilà. Après, il y en a une grosse, là, qu'on ne dit pas pour l'instant, c'est en train de se faire, qu'on a piqué à René-sous-Bois, qui va redescendre avec 37 personnes. Voilà, donc c'est grâce à Périgord Développement. Ça reste aussi, et Joanne, c'est Périgord Initiative qui apporte des prêts d'honneur en complément des nôtres. Et les chambres consulaires, puisqu'on a, tu l'as dit, on fait tous les 2 mois un genre de guichet où on se met tous autour d'une table, les chambres consulaires, tous les partenaires financiers et les dossiers, regarde, c'est toi qui aides, c'est moi qui en rajoute, et on aide un petit peu tout le monde dans ces guichets uniques, et c'est Francine qui avait beaucoup pleuré pour qu'on fasse des guichets uniques. Voilà, donc à force de pleurer, elle a réussi à les avoir. Voilà, et on continue à le faire. Donc avec Périgord Développement, c'est le club des ambassadeurs à Paris. Il y a un club des ambassadeurs à Bordeaux. Et je crois qu'au mois de février, on va essayer de mettre un peu de lumière au Sénat sur une des entreprises du territoire. Alors on ne vous amènera pas tous au Sénat, pour ne pas être jaloux, mais bon. Puis, le buffet ici, il est meilleur qu'au Sénat. Donc, vous êtes mieux ici. Voilà, donc, et alors il y a autre chose aussi qui peut vous intéresser tous, que vous soyez petits, gros ou moyens. On finance quelque part la maison d'Aquitaine, qui est à Paris, qui est à côté de l'Opéra. Donc on a des bureaux, tout ce qui est informatique, ordinateur, moyens de communication, qui sont mis à votre disposition. Donc des salles pour des réunions, donc il suffit de nous appeler et puis on vous dira comment on peut être hébergé pour une après-midi, une matinée, recevoir des gens à Paris à la maison de l'Aquitaine, à côté de l'Opéra. Et c'est gratuit parce qu'on paye. Ok, voilà. Et dernier point, j'ai vu aussi qu'il y a du monde de l'éducation nationale qui est présent ici. Et c'est aussi, je voudrais les remercier, ça m'arrive de râler des fois, mais ça m'arrive aussi de dire merci. Et c'est Francine qui s'occupe tout particulièrement, en tant que présidente de l'AIT, d'essayer, pour pouvoir recruter avec M. Mangier, qui est là aussi, de l'AIT, pour qu'il y ait des contacts assez proches entre le monde de l'éducation et les entreprises. C'est le moyen demain de pouvoir recruter. Donc il y a une clé, c'est un comité local école-entreprise qui a été monté et il y a une classe mini-entreprise à Terrasson. Il va y avoir à Bordeaux, l'année dernière c'était à Lyon, les Olympiades des métiers. Et la communauté de communes participera au financement aussi à ces Olympiades des métiers. Donc merci aussi au monde enseignant qui nous accompagne. Bon, j'ai fini de remercier. On remercie Gino à la sono.